On enchaîne maintenant avec Thomas Dubos. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de cartographie des continuités écologiques pour quelques chauves-souris, un programme qu'on a mené en Bretagne depuis 2 ans et demi, qui s'appelle la trame mammifère de Bretagne. Donc, ce programme-là, il est né de plusieurs choses. En fait, on a réalisé un atlas des mammifères qui a été publié en 2015, qui nous a donné une bonne connaissance de la distribution des populations. On a eu une pression d'observation qui était assez satisfaisante. Donc, grâce à ce travail, on commence à bien visualiser où sont les espèces. On constate qu'il y a pas mal de distributions qui sont fragmentées, avec des espèces qui montrent des discontinuités dans leur aire de distribution. Mais voilà, on s'était arrêté à traiter les données de manière classique avec la publication d'un ouvrage avec des mailles 10-10, et on se disait aussi qu'il y avait peut-être plus à faire avec ce jeu de données qui a été collecté entre 2010 et 2015. Sachant que dans le même temps, j'imagine que c'est le cas de pas mal de structures, à partir de 2016-2017, là, on a commencé à être noyé sous un tapis de demandes de données, d'informations sur les mammifères pour intégrer les démarches de trame verte et bleue des collectivités. Et tout ça dans un grand désordre, c'est-à-dire que il n'y avait jamais vraiment de méthode, il n'y avait pas toujours des moyens pour répondre aux questions. Et donc on trouvait pas très satisfaisant de répondre à ces demandes de manière assez dispersée, souvent insatisfaisante. Dans le même temps, là, c'est Ronan Nedelec, notre bénévole, qui avait ça en tête depuis longtemps, qui voulait aussi essayer de sortir de l'opportunisme dans nos démarches d'aménagement. C'est-à-dire qu'on fait un petit peu d'aménagement au GMB, de génie écologique, des gîtes, des passages à l'eau, des choses comme ça. C'est jusqu'ici toujours par opportunisme, et voilà, on aimerait passer à de l'aménagement là où c'est le plus profitable plutôt que là où c'est juste possible. Et donc voilà, pour essayer de répondre à tous ces enjeux à la fois, on s'est dit qu'on essaierait de construire un outil cartographique euh, basé sur une quinzaine d'espèces, parce qu'on pouvait pas traiter, c'est trop lourd et trop long, toutes les espèces de mammifères présentes en Bretagne. Donc un outil cartographique qui permettrait de répondre en traitant la question des continuités écologiques de ces espèces à toutes ces questions-là en même temps. Donc je commence par la fin, voilà le résultat. Donc c'est la carte des ZAD en Bretagne. Tous nos partenaires institutionnels sont ravis de l'avoir découverte. Donc ça c'est la partie vraiment pratique de l'outil terminal, mais il y a on va développer un peu toutes les étapes pour en arriver là. Mais c'est la lecture la plus simple et basique pour un aménagiste, c'est-à-dire là où il ne faut pas que je fasse ma route, là où il ne faut pas que je développe ma zone commerciale ou autre, ou en tout cas que je me pose la question de l'impact sur les mammifères. Donc pour en arriver là, en fait, on a utilisé une analyse en 2 temps, basée sur les modélisations spatiales de distribution dans un premier temps, à partir des données d'occurrence d'espèces, sur 17 espèces qu'on avait choisies pour essayer qu'elles soient le plus représentatives de l'ensemble des mammifères de la région. Et dans un deuxième temps, on va faire une analyse des continuités à partir des cartes de distribution qu'on a fait à la première étape. Et pour ça, on a utilisé le logiciel qui s'appelle Graphab, qui est développé par un labo à Besançon. Et la dernière étape dans l'analyse, c'est vraiment de la production pratique et carto pour rendre disponible un outil carto synthétique pour les usagers et le mettre à disposition de tous. C'est le résumé de la méthode.
Euh, les modèles de distribution, ça commence à être assez employé. Donc on croise des occurrences avec tout un tas de gradients environnementaux qui sont spatialisés. Ça nous donne un résultat qui est une couche de probabilité de présence, en fait, qui est plus une couche de capacité d'accueil des milieux, parce que partout où les espèces sont probablement présentes, elles ne sont pas toujours là, mais en tout cas, c'est la capacité d'accueil du milieu. On va dissocier cette couche de capacité d'accueil entre des cœurs d'habitat qui vont être les zones cœurs de biodiversité dans la sémantique des continuités écologiques, et le reste de la carte qui va être la matrice de dispersion. Et donc l'étape de modélisation des continuités va recréer un réseau écologique avec à partir des chemins de moindre coût entre les cœurs de biodiversité. Les espèces qu'on a traitées, donc il n'y a pas que des chauves-souris, moi je vais me concentrer sur les chauves-souris pour cette intervention. On a retenu finalement un peu moins que ce qui était prévu au départ pour des questions de temps et de pertinence des modèles aussi. Le petit rhinolophe, le murin de Daubenton, le murin de Bechstein, le grand rhinolophe, la sérotine et la barbastelle, la sérotine commune et la barbastelle pour ce qui est des chauves-souris. Pour les analyses spatiales de distribution, donc j'en ai déjà parlé. Ce qui est intéressant dans cette diapo, c'est de préciser qu'on a utilisé la plateforme Biomode 2 sous R, qui est pratique parce que elle permet de traiter de manière un peu en série plusieurs algorithmes, d'utiliser plusieurs algorithmes sur le même jeu de données et de gradients écologiques. Et en fait, cette plateforme nous donne trois résultats, c'est-à-dire une carte de probabilité de présence, mais aussi l'importance, la contribution de chaque variable écologique qui ont été implémentées dans le modèle, et les courbes de réponse de ces gradients écologiques par rapport à l'occurrence des espèces. Ici, rapidement, donc les espèces traitées avec le nombre d'espèces dont on disposait pour faire les modèles de distribution. C'est plus ou moins important. Pour le murin de Bechstein, par exemple, ça commençait à être limite. C'est-à-dire que pour avoir des choses un peu robustes, 200 données d'occurrence, fallait pas descendre en dessous à une échelle régionale, je parle. Et puis quelques précisions, c'est-à-dire on a parfois sous-échantillonné parce qu'il y a des données qui sont structurées avec des gros agrégats de données d'occurrence liées à des études dans des espaces naturels sensibles, des choses comme ça. Donc on a sous-échantillonné pour lisser un peu les agrégats. Et quelquefois, on a pu bénéficier de données d'absence qui sont vraiment intéressantes dans ces modèles de distribution. Ça apporte beaucoup de robustesse. Pour les rhinolophes, ce qu'on a considéré comme données d'absence, c'est des sessions d'enregistrement passif avec aucune donnée de rhinolophes, aucune séquence identifiée comme au groupe des rhinolophes pour un ensemble de nuits consécutives d'au moins 3. Donc ça ne faisait pas énormément de nuits, mais voilà, on avait une centaine de données d'absence pour chaque rhinolophe. Côté variable environnementale, on a utilisé plein de choses, de la géographie, du relief, microtopographie, pas mal de données de climat à partir de la base de données bioclim, des données d'occupation du sol, de milieux semi-naturels, évidemment, artificialisation et urbanisation, donc concentration de bâtiments, concentration de zones imperméabilisées, pollution lumineuse, des choses comme ça. Des variables à l'échelle du paysage, des variables de l'histoire aussi du secteur, c'était les forêts identifiées sur la carte de Cassini, des variables d'hydrographie. On a utilisé aussi les densités de cavités souterraines qui étaient importantes, qu'on soupçonnait d'être importantes dans la distribution des rhinolophes notamment, et même des interactions interspécifiques, c'est-à-dire que on a testé l'effet de la présence du grand rhinolophe sur le petit rhinolophe, parce que chez nous, il se distribue de manière un peu comme en négatif.
Donc au total, alors là, tout mammifère confondu, ça nous a, pendant 2 ans, ça nous a amené à faire 525 modèles. C'est des choses itératives, c'est-à-dire qu'on essaye, et puis avec une combinaison de variables, et puis on essaye avec une autre combinaison de variables, on compare la performance, ce que ça donne en carto, etc. Et donc on accumule beaucoup de modèles pour en retenir que les plus pertinents, les plus performants et pertinents après vérification sur le terrain aussi pour chaque espèce. Je vais vous présenter les résultats un peu en détail pour le murin de Bechstein et on passera plus rapidement sur les autres. Donc ça, c'est la première info donnée par le modèle de distribution. Bon là, on va à nouveau enfoncer des portes ouvertes un peu. Mais voilà, l'objet, c'était pas de faire de l'écologie du murin de Bechstein. C'était vraiment, on est dans une logique de construction d'un outil qui fournit une information uniforme et globale en tout point du territoire à l'échelle régionale. Donc, pour le Bechstein, donc évidemment, c'est la densité de boisement, ce qu'on appelle riche, c'est-à-dire euh, feuillu ou mixte, qui ne soient pas des plantations et des monocultures. La densité de culture à une échelle un peu plus large. On a pris différentes échelles pour toutes ces variables. Et puis un petit peu de données autres que l'occupation du sol, c'est-à-dire le climat. Là, c'était l'amplitude moyenne qui intervient, la pente. Et puis le reste dans des proportions un peu moins importantes. Les courbes de réponse, là, classées dans l'ordre d'importance, justement. Donc on voit bien que pour les peuplements intéressants, les peuplements forestiers intéressants, bah, plus il y en a, plus la probabilité de présence du Bechstein augmente. Et à l'inverse, dans un rayon de 2 km, dès qu'on atteint 20% de recouvrement de culture, on perd quasiment le murin de Bechstein. Voilà le type de courbe de réponse que ça donne. Pour les pentes, chez nous, c'est assez structurant. Du point de vue agricole ou sylvicole, c'est-à-dire que c'est dans les pentes que les milieux sont les moins touchés par la pression de production, que ce soit sylvicole ou agricole, et donc c'est les milieux qui sont un peu plus naturels. Et du coup, le dernier résultat, c'est la carte de probabilité de présence. Alors sur le murin de Bechstein, ça fait quelque chose qui est très centré sur des gros massifs en fait forestiers. Ou alors un peu plus dispersé, sachant que chez nous, il y a la forêt, elle peut être aussi le long des coteaux boisés dans les vallées comme ici. Et ça, c'est juste une diapo pour vous montrer la précision spatiale que ça rend. Donc, on a tout traité à une résolution de 10 mètres. Donc, ça permet à l'échelle de la forêt de Paimpont d'avoir quelque chose qui est assez précis, toujours dans la logique d'avoir des cartes qui soient applicables dans des logiques d'urbanisme ou autres. Deuxième étape, du coup, la modélisation des continuités à partir de nos données de présence modélisées. On extrait les cœurs d'habitat et puis le logiciel Graphab va nous déterminer les chemins de moindre coût qui rejoignent tous les cœurs d'habitat identifiés. Ces cœurs d'habitat et ces chemins de moindre coût, on peut faire tout un tas de calculs pour leur affecter des métriques. Ici, c'est par exemple la métrique de flux qui nous dit si les zones d'habitat jouent le rôle plutôt de puits ou de source, c'est-à-dire si les dispersions depuis ces zones sont importantes ou pas. Et on voit par exemple que pour la forêt de Paimpont, qui était un des plus gros cœurs d'habitat, en fait, elle est plutôt pas très intéressante en termes de dispersion, tout simplement parce que il y a assez peu de cœurs d'habitat et de chemins de moindre coût dans la limite de dispersion de l'espèce qui en partent, parce que c'est tout pété, enfin le paysage autour est très agricole, très intensif. Et la chose plus intéressante que les chemins de moindre coût, parce que les murins de Bechstein, en vrai, ils se suivent pas à la queue leu en suivant les traits qu'on a mis sur la carte. C'est une fonction qui s'appelle corridor sous Graphab qui va en fait donner une information beaucoup plus diffuse. Plutôt que de calculer l'unique chemin de moindre coût entre chaque tâche d'habitat, cette fonction va permettre
d'agréger tous les chemins possibles dans une limite de dispersion. C'est-à-dire que pour les tâches proches, en fait, il va y avoir beaucoup plus de chemins possibles. Donc ça donne une information diffuse qui nous semble plus fidèle de la réalité et plus diffuse. Bon, ça c'est rapidement, à partir de ces cartes, on sort à la maille 2 par 2 des enjeux de conservation ou de restauration des habitats. Ça c'est pour les gestionnaires ensuite. Bon, quelques exemples, je vais passer rapidement pour le grand rhinolophe. Avec les courbes de réponse, mais tout ça sera dans le papier, je traîne pas. Juste un petit mot sur le petit rhinolophe. Ce qui est important de signaler, c'est que chez le petit rhinolophe, ce qui nous a montré, et d'autres espèces de chauves-souris, mais aussi je pense au muscardin, c'est qu'en fait, le modèle nous montre, enfin la modélisation nous montre que dans le cas du petit rhinolophe, pour 85%, ce qui explique la distribution du petit rhinolophe en Bretagne, c'est des informations, des variables environnementales qui sont pas liées au sol. C'est pas ce qu'on a sous les yeux quand on est en pompe de rando ou en botte sur le terrain. C'est du climat, c'est de la géographie avec la longitude qui intervient, euh, c'est de la topographie avec les pentes, etc. Et ça, c'est important parce qu'on voit fleurir pas mal de modélisations de continuité qui sont basées uniquement sur l'occupation du sol. Là, pour le coup, si on modélisait les continuités écologiques du petit rhinolophe juste à partir de l'occupation du sol, on perdrait potentiellement 85% de l'explication de sa présence. Et donc, c'est intéressant d'avoir une démarche en deux temps avec l'appréciation de toutes les autres variables que l'occupation du sol pour expliquer les présences. Bon, je passe rapidement à nouveau. Je vous dis, ces résultats de toute façon sont disponibles sur le site du GMB et puis ils seront publiés. C'est des choses qui sont assez classiques pour ces espèces. La sérotine, cette carte-là, ce qu'elle nous montre, c'est qu'en fait, il se dégage, et puis c'était le cas d'autres mammifères, il se dégage une espèce de colonne vertébrale, des enjeux de conservation et des continuités de pas mal d'espèces, dont la sérotine. Je fais passer ma souris là, euh, du réseau écologique en fait régional, et en fait, cette colonne vertébrale, c'est un seul et unique propriétaire et gestionnaire qui sont les voies navigables de Bretagne. Et donc, quand on a vu ça, on les a contactés parce que tout simplement, en travaillant avec eux, on a un levier d'action sur les continuités de pas mal d'espèces. Et du coup, on a engagé concrètement maintenant un programme avec les voies navigables pour aménager les maisons éclusières, pour gérer toutes les questions de boisement, parce qu'ils ont tous les boisements d'alignement et connexes en gestion, gérer les passages à faune aussi au niveau des franchissements, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour la partie concrétisation ensuite. Et puis l'autre partie de concrétisation, bah, c'est de diffuser et de rendre disponible cet outil pour les urbanistes, les techniciens des collectivités. Donc ça, c'est fait et puis on y travaille, c'est-à-dire au-delà d'avoir rendu l'outil disponible avec notice, les couches SIG partagées sur tout un tas de sites et autres, on va avoir tout un tas d'actions de formation, d'ateliers, etc. pour les techniciens maintenant. Voilà, tous les partenaires qui ont été associés à ce travail. Et je tiens à signaler surtout que tout ça, ça a été permis au départ par un travail avec Marie Leroux, qui va intervenir tout à l'heure, qui nous a initié au modèle de distribution spatiale et qui nous a mis sur cette voie-là. Ok, super, Ah, yeah. merci Thomas. Bon, tu as en fait répondu à une partie des questions en cours de ton intervention. Juste deux petites questions. La variable climat comment a-t-elle été utilisée? Si tu peux répondre rapidement. Alors, les variables climatiques, on en a utilisé 7, je crois, sur l'amplitude thermique, sur la température du trimestre le plus froid, par exemple, pour le grand Yanolov, qui marchait bien. Il reste dans les zones où il fait doux l'hiver parce qu'il peut déjà se réveiller et se réalimenter.
et il peut rester dans les greniers aussi, dans ces zones-là. Donc en fait, c'est des variables qui sont disponibles sur le monde entier, assez grossières, mais du coup, on les a juste rééchantillonnées à notre échelle qui était à 10 mètres. Et puis, donc, par contre, beaucoup de gens te suggèrent que l'ensemble des variables ornementales que vous avez utilisées, le tableur soit diffusé, de façon à ce que si les mêmes études soient faites ailleurs, on reparte avec les mêmes classes de paramètres, ou en tout cas en les prenant en compte. Voilà. Hein. Ouais. C'est dans la C'est notice, tout. les variables et leur modalité de construction et où est-ce qu'elles ont été enfin, où est-ce que j'ai été les chercher. Oui, d'où vient l'information géographique. D'accord. Ouais. Ok, super. Un grand merci, Thomas.